Je me présente, je suis Jean-Luc Letellier, je suis le président fondateur d'une association qui existe depuis 10 ans, qui s'appelle le CREDAVIS. Alors je vous dis ce que ça veut dire, mais vous pouvez l'oublier. Centre de recherche et d'études pour le droit à la vie sexuelle dans le secteur social et médico-social. Voilà, je suis donc avec 3 autres personnes qui vont se présenter à leur tour, mais avant de commencer, je voulais vous dire qu'il y avait prévu sur le programme la présence de Sheila Barenbourg, qui est sexologue, qui travaille avec nous depuis longtemps d'ailleurs sur plein de questions, mais qui s'est trouvée programmée à 2 événements en même temps, donc elle ne pourra pas être avec nous aujourd'hui. Mais bon, comme on se connaît très bien et qu'on partage l'essentiel des approches, je ne pense pas que ce soit un gros problème. Alors la question qui nous est posée, c'est accompagnement de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, retour d'expérience, c'est-à-dire de quoi on parle aujourd'hui, et retour d'expérience, c'est-à-dire quelle expérience a-t-on eu. Alors en accord avec mes collègues, on va essayer de ne pas vous submerger d'idées, de concepts, de choses comme ça, mais de présenter brièvement quelques questions et quelques expériences, mais c'est surtout d'entamer avec vous, si possible, un échange vraiment. Hein, parce que nous ne sommes pas des gens qui détenons une quelconque vérité, on a juste, effectivement, peut-être une petite histoire qu'on partage plus ou moins, mais ce qui serait intéressant, c'est vraiment qu'on puisse échanger ensemble sur ces questions-là. Alors, moi, voilà, je vais être très très court. Je vais vous dire 2-3 choses qui me paraissent essentielles. Le CREDAVIS a démarré il y a 10 ans. Il y a 10 ans, quand un éducateur spécialisé, parce que j'étais dans un institut de formation, voulait faire un mémoire, son mémoire final de fin d'études, sur la sexualité, on lui disait, c'est casse-gueule, le fais pas. C'est très paradigmatique, ça représente bien où on en était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il y avait encore des tas d'institutions où c'était clairement marqué sur le livret d'accueil ou le règlement, les relations sexuelles dans l'établissement sont interdites. On est d'accord? Il y avait eu quelques ouvrages déjà sur la question. Monsieur Vaginet avait déjà écrit des choses. Monsieur Gianni, qui travaille avec nous depuis longtemps, qui est chercheur, avait. Mais sinon, il n'y avait pas grand-chose. Et alors, qu'est-ce qui se passait? Vous voyez que, pour autant, la sexualité n'existe pas? Bien sûr que si, sauf qu'on ne voulait pas. C'était le singe qui, je n'entends rien, je ne vois rien, tant qu'il n'y a pas de droit. Et quand il y avait un gros problème, parce qu'il y avait des problèmes de temps en temps, une grossesse non désirée, une agression sexuelle, ou enfin, peu importe, qu'est-ce qui se passait? On étouffait avec un gros couvercle la question, hein? Et oui, parce qu'on ne voulait pas que ça fasse de vagues, parce que ça ferait mal pour l'association, parler de ça, parce que. D'accord? Mais il y a 10 ans, il y avait déjà des éducateurs qui emmenaient des personnes qu'elles accompagnaient à aller voir des prostituées. Il y en avait. National 7, le film il date de je ne sais plus quelle année. Il n'est pas d'hier, hein? Le millénaire passé. Tu sais quoi? Le millénaire passé. De millénaire. Le millénaire passé. Le millénaire passé, voilà. Donc il y avait déjà des choses, sauf qu'on ne voulait pas en entendre parler. Donc il y a 10 ans. Et moi alors, la première chose c'est voilà. Voilà comment ça se présentait. Les personnes n'ont pas changé depuis, c'est toujours les mêmes. Hein. Elles ont toujours les mêmes besoins, les mêmes désirs, les mêmes envies, etc. C'est pas eux qui ont changé. 10 ans après, s'il y a quelqu'un qui ose en France dire que la question de la sexualité des personnes handicapées est encore tabou, c'est complètement faux. Ou alors on ne s'entend pas sur le mot tabou. Tabou, ça veut dire qu'on n'en parle pas. C'est pas vrai, on en parle. C'est pire que ça. Il y a presque une injonction qui est faite maintenant, même de la part des textes de loi ou des organismes de tutelle et de contrôle, de dire, vous professionnels, pour ceux qui sont entre vous professionnels, vous devez absolument maintenant prendre en compte la réalité, la dimension sexuelle des personnes que vous accompagnez. C'est comme ça. Donc on est passé d'un je ne veux rien savoir, je ne veux rien voir, on étouffe tout, à maintenant il faut s'en occuper vraiment. Sauf qu'entre-temps, les professionnels, quels qu'ils soient, hein, éducateurs, moniteurs éducateurs, psychologues, tout ce qu'on veut, dans leur formation initiale, n'ont eu aucune formation sur cette question. Alors d'un seul coup, on vous dit, maintenant, il faut prendre ça en compte. Ah oui, mais je ne sais pas faire. Attendez, puis moi, c'est pas mon métier. On m'a jamais dit, quand je me destinais à faire ça, qu'il fallait éventuellement que je m'occupe de ces questions-là. Hein? Donc, c'est
la raison pour laquelle on a, nous, enfin le petit groupe de départ qui était, c'est très important de le savoir, le Crédavis a été constitué au départ pour la moitié de ses membres fondateurs de personnes en situation de handicap. C'est tout à fait important, parce que ça va expliquer la suite. Puisque nous avons été persuadés dès le départ que les seules personnes qui avaient une compétence sur cette question-là, c'était les personnes en situation de handicap elles-mêmes. Qu'on ne pouvait pas tenir des grands discours, comme certains se proposaient de faire, hein, en disant voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, il faut faire ça, etc. Nous, on a dit non, c'est pas ça, il faut d'abord écouter réellement la réalité de ce qu'on a à dire. Mais jusque-là, d'abord, on n'aurait jamais demandé aux personnes de dire vraiment, de façon ouverte, ce qu'elles pensaient, ce qu'elles voulaient, voilà. Et puis même, la parole, prendre la parole, s'exprimer, dire ce qu'on veut, ça prend. Si on vous a dit toute votre vie, tu te lèves à 7 heures, tu prends ta douche maintenant, tu prends ton petit déjeuner maintenant, et puis maintenant on va faire des cours, et puis etc., ben comme on n'a jamais appris à prendre la parole. Donc même si on vous dit, alors tu penses quoi toi de la sexualité? Vas-y, dis-moi. Allez, dis-moi la sexualité. Eh ben, moi, je sais pas. Je sais pas ce que c'est, moi. Enfin, c'est très difficile d'en parler. Donc, et je ne vais pas conclure, mais ma première intervention, je vais la finir là, c'est que, en fait, le Crédavis a donc participé à essayer de faire évoluer les réflexions des professionnels depuis 10 ans. Maintenant, c'est plus de 2000 professionnels quand même qu'on a rencontrés, c'est quand même, ça commence à compter, pour leur faire prendre conscience, d'abord et avant tout, et vraiment, excusez-moi, je vais être un petit peu... Mais ça se passe plutôt bien, que les problèmes, ou les difficultés, ou les envies, ou les besoins auxquels ils ont à se confronter concernant la sexualité des personnes handicapées, c'est d'abord et avant tout leur propre façon d'envisager la sexualité, eux en tant qu'êtres humains. Si on ne prend pas pour nous, si on ne commence pas par ce travail-là, si on ne commence pas par se dire, mais finalement, moi, qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que je pense, voilà, une question toute bête. La masturbation, c'est bien. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que tout le monde a le droit de se masturber? Si je pose la question, tout le monde va dire oui. Non pas parce qu'il le pense, parce qu'on est obligé de dire oui maintenant. C'est marqué partout que l'excitation, c'est bon pour la santé. Donc même si je ne suis pas très à l'aise avec ça, alors la mienne, ça ne me regarde pas, celle des autres, par contre, là, eh bien, donc si on ne peut pas se mettre dans un état de confiance mutuelle pour aborder ces questions-là, et je me répète, et je le dis, je me répéterai tout le temps, au plus possible, en partageant avec les personnes concernées, réellement, par cette question, ce qu'elles vivent, elles, je donne ce tout petit exemple. Il y a eu beaucoup de progrès dans certains endroits qui ont été faits, une vraie prise de conscience. Ce salon en est un exemple, on y reviendra tout à l'heure avec nos propres expériences, puisque Christian Niel qui est ici et nous-mêmes au Crédavis avons organisons des salons de ce type. Mais par exemple, une personne infirme moteur cérébral, en IEM, Institut d'éducation motrice, qui est adolescente, garçon comme fille, et qui est dans l'incapacité motrice de se masturber, qui aujourd'hui se préoccupe pratiquement, réellement, pas intellectuellement, de cette question. Vous voulez la réponse? Moi je crois personne. Personne. Si, attention, quand je dis se préoccupe professionnellement, il y a des gens qui, devant la souffrance, etc., trouvent des solutions un peu comme ça, mais ce n'est pas une préoccupation professionnelle. Et ça pose plein d'autres problèmes, cette façon d'aborder les choses en coulisses ou en dessous, ou sans trop que ça se voit, etc. Donc, à la fois, il y a des choses qui ont beaucoup avancé, mais il y a des choses qui ne sont pas réglées du tout. Pas du tout, du tout. La loi précise très clairement qu'une personne qui est adulte et qui est hébergée dans l'établissement médico-social, qui est dans un hébergement, a le droit à sa vie privée et intime. Avoir le droit à sa vie privée et intime, ça veut dire pouvoir recevoir dans sa chambre qui l'on veut, pendant le temps qu'on veut, pour faire ce que l'on veut. C'est ça. Sinon, il n'y a pas de vie privée et intime. C'est du pipeau. Est-ce qu'aujourd'hui, dans tous les établissements en France, pour adultes, d'hébergement, une personne peut recevoir, et ça ne regarde pas ce qu'elle fait avec,
Ça peut être un copain, ça peut être quelqu'un de sa famille, ça peut être son petit chéri, sa petite chérie, enfin peu importe. Finalement, si on se pose la question de qui elle reçoit dans sa chambre, c'est déjà foutu, puisque son intimité, sa vie privée n'est pas préservée. Donc, est-ce qu'aujourd'hui ça existe? Dans quelques établissements, ça commence, mais c'est très peu. Donc je dirais qu'à la fois, on n'est plus du tout dans le tabou, c'est-à-dire on peut en parler, mais en même temps, ne pas faire pour que, effectivement, réellement, les personnes puissent vivre une vie, et ça passe entre autres par l'éducation, hein, eh bien, là, il y a encore un pas considérable à faire. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. J'étais long quand même. Non? Ah bon? Vous n'êtes pas ennuyé? Personne ne s'est endormi? Bon, ben ça va. Bonjour, donc je m'appelle Cécile, je suis infirmière au sein d'un IME qui fait partie de l'association Aide Rabat. Donc on est, il y a 3 structures, il y a l'IME qui accueille les enfants et adolescents porteurs d'autisme, donc de 6 à 21 ans. Il y a aussi une masse, une maison d'accueil spécialisée qui accueille des adultes. Et une petite unité d'enseignement qui accueille en école, en inclusion, des enfants porteurs d'autisme de 3 à 6 ans. Donc j'interviens avec mon collègue Florent Jost, qui est psychologue, donc auprès des enfants et adolescents, par le biais de séances de vie affective et intime, dans le cadre en fait, du projet d'établissement. Qui est porteur des valeurs de bien-être physique, mental et psychologique, et dont le droit à une sensorialité, une vie intime comme les autres fait partie de nos valeurs. Donc je vais laisser Florent expliquer un petit peu comment on en est venu à ce projet. Bonjour à tous, donc effectivement je m'appelle Florent Jost, je suis psychologue, je travaille à mi-temps sur l'IME La Frégate et par ailleurs aussi en libéral dans le cabinet. Donc comme le disait Cécile, on reçoit essentiellement des personnes avec autisme, donc du coup avec des spécificités particularisées aussi comme pathologie. On s'est aperçu sur l'IME qui a ouvert en 2008 qu'il y avait, avec l'avancée en âge des adolescents, des changements liés à l'adolescence qui étaient similaires aux personnes neurotypiques, avec des changements physiques, avec la taille qui grandit, l'acné, la taille du sexe qui augmente, les éjaculations, les menstruations, vraiment tous les signes liés à l'adolescence. Aussi des modifications psychologiques et affectives, mais c'est vrai qu'on est avec des personnes à 90% non communicantes, donc on avait surtout des modifications comportementales chez ces personnes, et c'est comme ça aussi qu'on s'est rendu compte qu'à l'adolescence, on avait des troubles du comportement qui augmentaient vraiment en flèche. Donc on a commencé aussi à se poser la question autour de la sexualité, même s'il n'y avait pas de manifestation comportementale liée réellement à la sexualité. En tout cas, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de le prendre en compte et qu'il était vraiment urgent et important de le travailler, même avec des personnes qui ont des fois un âge de développement qui est bien inférieur à leur âge chronologique, mais en tout cas, ça reste des personnes qui passent dans une phase adolescente. Tout à l'heure, je parlais de spécificité, c'est vrai qu'on a des personnes qui ont des intérêts restreints, des personnes qui ont une altération de la communication et des interactions sociales, elles ont des obsessions qu'on retrouve aussi dans la vie intime. Elles n'ont pas les mêmes expérimentations, c'est-à-dire que les adolescents lambda vont avoir les téléphones portables, leurs copains au collège, ils vont apprendre plein de choses via Internet aussi maintenant, même si c'est pas toujours adapté, mais en tout cas ils apprennent des choses. C'est vrai que les personnes qu'on accueille sont sur des premières expérimentations et des fois découvrent une sensation particulière à un moment donné, sensation plaisante, qui du coup va devenir une obsession, un intérêt restreint. En tout cas là je parle vraiment que de la vie intime, de la vie sexuelle, ça dépend après comment on l'entend. Ils ont des sources d'excitation qui sont très peu élaborées. On a un stand sur le salon, je vous invite à venir nous rencontrer si vous le souhaitez. On a 2 petits roll-ups et vous verrez, on a mis des petits objets. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que les sources d'excitation chez les personnes avec autisme n'étaient pas du tout liées à l'autre, puisqu'on sait que c'est des personnes qui ont un contact social pauvre ou inadapté. Ils ont des contacts sociaux, mais en fait, ils peuvent être inadaptés. Et du coup, c'est souvent des petits objets, donc ça peut être des pieds, ça peut être des tongs, ça peut être un petit truc qui tourne, souvent lié à tout ce qui est visuel et olfactif. On n'a pas repéré encore de sources d'excitation auditive, en tout cas on ne les a pas repérées, parce qu'après c'est vrai que c'est pas toujours facile de les repérer. Donc à partir de là, on s'est dit on va monter des ateliers, comme disait Cécile, avec des objectifs, donc l'apprentissage du schéma corporel, parce qu'on s'est aperçu que certains ne connaissaient même pas leur schéma corporel, même pas le schéma corporel de l'autre, ils savaient le leur, mais pas forcément celui de l'autre.
La détection aussi des parties intimes, savoir où est son sexe, où est le sexe de l'autre. Ça, c'était aussi une chose qu'on voulait développer. Ensuite, il y avait tout ce qui était les règles liées à la vie en collectivité, aussi on dit puisque les personnes vivent avec d'autres personnes, elles n'ont pas forcément choisi d'être ensemble, mais en tout cas, il faut qu'elles puissent malheureusement cohabiter. On doit se permettre, on se doit de les accompagner pour que ça se passe au mieux pour chaque personne. Et la dernière chose en termes d'objectifs qu'on avait, c'était vraiment l'accès à l'autonomie et à la masturbation adaptée. On a beaucoup d'adolescents qui, comme je disais tout à l'heure, avec des expérimentations qui sont très bonnes, se frottent par terre, vont se frotter sur une chaise, ou en tout cas découvrir des sensations qui ne sont pas forcément adaptées, qui peuvent se faire très mal aussi d'ailleurs. On s'aperçoit des fois à l'adolescence aussi qu'il y a des phimosis, alors qu'on ne les avait pas forcément vues avant, en tout cas c'est sur les premières érections qu'on s'en aperçoit. Donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Après c'est vrai qu'on est au sein d'une institution, on en a parlé ce matin encore sur le groupe des paroles, il y a un projet d'établissement. Pour travailler la vie affective et intime dans un établissement, on est obligé de passer déjà par l'association, nous en tout cas on est géré par l'association de parents, on est obligé de passer par cette association de parents, d'expliquer la démarche. L'association était tout à fait d'accord pour que ce soit inclus dans le projet d'établissement, dans le projet individualisé de l'enfant, et que ce soit vraiment une ligne directrice au niveau de l'institution. Et le deuxième soutien qui est vraiment réellement important, c'est aussi au niveau de la direction. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé aussi avec Cécile à chercher des images pour ceux qui ont une lecture d'images en photo, ce qui est pénis en érection, il y a quelques années, parce qu'on n'avait pas encore tous les outils qu'on a. Donc quand vous êtes au travail et que vous êtes sur des sites, vous arrivez sur des sites pornographiques et voilà, vous êtes un peu embêté. Donc il faut que la direction soit soutenante dans ce projet, qu'elle sache ce qui se passe et qu'elle soit soutenante vraiment au niveau alors, ça peut être financier aussi, mais surtout au niveau de l'institution, au niveau moral. Et ça permet aussi d'avoir une fluidité au niveau de l'équipe institutionnelle, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé encore mardi dernier en réunion à parler pour le groupe des grands de sexualité. Si les choses ne sont pas dites au niveau de l'institution, si on n'utilise pas les bons mots tous ensemble, si on tourne autour du pot, il n'y a rien qui se fait, et du coup on n'avance pas. Donc on utilise les bons mots, c'est masturbation, éjaculation, tous les mots doivent être utilisés, en tout cas le sujet doit être traité. Et ça permet du coup au niveau de l'institution d'avoir une fluidité, c'est-à-dire que les équipes maintenant viennent tout à fait, et de manière tout à fait normale, nous voir pour des comportements en tout cas liés à la sexualité. C'est pas quelque chose qui est caché, en tout cas, qui est mis de côté au niveau de l'institution. Donc souvent après on a des demandes, ça peut venir de la famille, ça peut venir aussi des équipes de terrain. À partir du moment où on a une demande, on se concerte, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un recueil de données, on met des grilles d'observation en place pour observer en tout cas les comportements. Parce que je prends un exemple, mettre la main dans sa culotte ou dans son caleçon quand on est au point loisir par exemple, et qu'il y a un autre éducateur qui s'occupe d'un autre enfant à côté, ça ne veut pas forcément dire que c'est lié à la vie intime. Ça peut aussi être tout à fait une recherche d'attention, pas très adaptée, mais en tout cas ça peut être une recherche d'attention. Donc il faut qu'on sache déjà si le comportement qu'on observe au niveau de l'institution est lié à la vie intime. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est d'essayer de trouver des sources d'excitation. C'est la source d'excitation dans le sens où qu'est-ce qui va en tout cas aider la personne à prendre du plaisir et comment on va pouvoir l'accompagner quand il aura trouvé en tout cas une source de plaisir pour que ce soit adapté, pour que ce soit dans sa chambre. Là je parle vraiment du plaisir auto-centré en tout cas sur l'institution. On est vraiment que sur l'enfant adolescent, vraiment sur du plaisir auto-centré et pas forcément de relation avec les autres. Ils ont très peu de contact avec les autres. C'est rarement arrivé. Une fois qu'on a les sources d'excitation et le recueil de données, toutes les observations qu'on a pu faire, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des évaluations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas montrer un pictogramme d'un pénis en érection à un enfant qui n'a pas les capacités de catégoriser. On va du coup passer par des images, on va passer par des films, on va passer par les mannequins. Donc là, on a tous les outils qui sont sur le stand si ça vous intéresse. En tout cas, on évalue au niveau psychologique de la personne, au niveau intellectuel et surtout au niveau de son niveau de compréhension. Donc, il y a différents tests, le PEP3, le COMFOR, des tests pour les psychologues en tout cas, qui peuvent servir. Et on a un deuxième test là qu'on introduit de plus en plus qui s'appelle le profil sensoriel de Dunn, qui permet d'avoir le profil sensoriel de chaque personne, qui nous permet d'avoir où est-ce que l'enfant est en hyposensibilité, où est-ce qu'il est en hypersensibilité, est-ce que c'est olfactif, est-ce que c'est auditif, est-ce que c'est gustatif. On a beaucoup d'enfants qui cherchent des odeurs très fortes, donc odeur de sel, odeur d'urine, odeur de pied, odeur sous les aisselles aussi, des odeurs vraiment, on sent que là ils sont vraiment en hyposensibilité, et on doit chercher du coup ce type d'odeur pour les aider à avoir des sensations et à rechercher des sensations pour avoir du plaisir et pour les accompagner du coup dans cet accompagnement à la vie sexuelle. Voilà pour l'évaluation, je sais pas si Ensuite, donc on arrive au choix des outils. Donc, à chaque fois qu'on a une prise en charge au niveau d'un enfant, on est obligé bien évidemment de chercher l'outil qui correspond exactement, justement, selon son niveau de compréhension.
selon son profil sensoriel et selon ses particularités. Donc, d'où la difficulté, on est obligé de créer à chaque prise en charge un nouvel outil. Après, heureusement, il y a de plus en plus d'outils qui sont disponibles sur le marché, entre guillemets. Donc, c'est d'ailleurs, vous verrez sur notre stand, on utilise des outils qui sont déjà conçus, qu'on modifie ou qu'on module au niveau de l'utilisation. D'ailleurs, voilà, on remercie, d'ailleurs, il y a beaucoup de participants du salon dont on utilise les outils, dont Animate, J'existe et je veux, le livre des hommes et des femmes. Voilà, ce sont des outils qui sont vraiment très très bien faits et qui nous aident beaucoup en institution. Ce qui est très important aussi dans cette prise en charge, c'est qu'on établit une convention avec la famille. La famille reste des acteurs très très importants, puisque quand on décide de mener un atelier vie affective auprès d'un enfant et d'un adolescent, on va bien évidemment mener une réunion, une rencontre avec la famille, essayer de recueillir des données au niveau de ce qui se passe à la maison, parce que du coup nous on a les données de ce qui se passe à l'institut, mais c'est parfois elles diffèrent, parfois non. Mais c'est très très important de recueillir les données de la maison, de l'institut, de recueillir aussi tout ce qui est demande, attente et besoin de la famille, pour ensuite établir un projet ensemble qui répond aux besoins de l'institut, de l'enfant, de la famille, et poursuivre tout au long du travail tous ensemble. Ensuite, au niveau du programme d'intervention, on mène différents ateliers. Donc on essaye, lorsque c'est des adolescents garçons, que les ateliers soient menés par Florent. Quand c'est des ateliers filles, que ce soit mené plutôt par moi, pour la découverte du corps humain. Ensuite, on essaye de mener des ateliers collectifs, mais avec la population qu'on accueille, c'est assez complexe et compliqué. Parce qu'ils ont des problèmes d'attention, donc c'est vrai que le travail en individuel est beaucoup plus efficace. Voilà, on essaye d'intervenir parfois à domicile, on essaye toujours d'être au plus proche des besoins de la famille, et ensuite on essaye d'évaluer le travail. Donc ce travail justement avec Florent, il n'est pas encore complètement terminé. On essaie de trouver des grilles d'évaluation qui puissent répondre de manière objective à l'efficacité de notre travail, mais c'est assez compliqué à créer. Voilà, là on réfléchit justement à créer un outil d'évaluation de notre travail. Sachant que tous les adolescents avec autisme avec lesquels on travaille fonctionnent souvent par des cycles. Ils sont soumis aussi à des turbulences hormonales, donc c'est vrai que les comportements observés peuvent être présents à un moment donné puis disparaître à un autre. Donc on est obligé aussi sur une échelle de temps de toujours être dans la modulation du choix des outils, des comportements qu'on observe. Voilà, on est toujours en perpétuel mouvement et réflexion professionnelle pour répondre au mieux aux besoins de ces enfants. J'en ai un, président, et donc j'ai tout. Mais voilà, un petit retour d'expérience, on peut peut-être échanger tous ensemble, parce que vous avez plein de choses à nous apprendre aussi. Mais voilà, je m'appelle Christian Mille et je viens, comme vous l'entendez à mon accent, je viens du Nord, je viens de l'autre côté de la frontière. Et bien, je vais vous expliquer un petit peu Envie d'amour, on va parler un petit peu d'Envie d'amour. Et on va parler du passé, du présent et de l'avenir que l'on va pouvoir faire tous ensemble. Envie d'amour, le passé. Et Jean-Luc vous a parlé il y a une dizaine d'années que tout s'est mis en marche ici en France. Mais en Wallonie, c'est peut-être un peu plus ancien. Et je vais vous citer l'anecdote qui a été le point de départ de tout. Il faut savoir qu'à titre personnel, je suis référent en vie relationnelle, affective et sexuelle.
dans une administration qui correspond un petit peu à votre MDPH, ARS. En fait, on fait un petit peu de tout ensemble. Et donc, j'ai travaillé pendant 11 ans dans le secteur d'inspection. Et donc, je visitais tous les services et j'étais à l'écoute de tous les problèmes qu'on pouvait rencontrer dans les institutions, dans les établissements. Et tout d'un coup, je suis interpellé par un directeur. Grosse catastrophe en 1996. Je parle français. En 1996, un directeur. 96. Voilà, merci. Monsieur Lille, j'ai un gros souci qui me dit. Ah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une personne qui est séropositive. Oui. Personne handicapée qui est séropositive. Oui, mais pourquoi pas? Et donc, ça a été le point de départ de la prise en compte du fait que les personnes en situation de handicap pouvaient avoir des relationnels affectifs et sexuels, même si ça pouvait s'attraper autrement. Mais effectivement, dans ce cas-ci, ce monsieur avait une vie libre, il allait à l'extérieur et il a rencontré une femme et il est revenu avec une maladie au sein du service. Comprendre le combat, non pas pour reconnaître la liberté et le choix à une vie relationnelle affective et sexuelle, mais comment prévenir le fait qu'on ne retrouve plus de personnes porteuses d'une infection sexuellement transmissible qui tourne maintenant au sein d'un établissement. Et donc, on a mis en place une première charte qui a démarré au début des années 2000. Une première charte, respect de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, mais un document fort attaché sous l'aspect santé. Et alors, il s'en est suivi des colloques, des conférences, et ça n'en finissait pas. Et donc, à un moment donné, j'ai lancé le concept, mais quittons le monde des idées et passons enfin à l'action. Et donc, comment allons-nous faire? Quittons le monde des idées et passons à l'action. Passons à l'action, ça veut dire qu'on va d'abord demander aux personnes en situation de handicap ce qu'elles veulent, ce qu'elles souhaitent. Et donc, elles nous ont dit, nous, on veut se retrouver, faire tous l'affaire et qu'on dise que ça existe. Et on a mis en place à ce moment-là le premier salon en vie d'amour qui a démarré en 2016. Alors je ne vous cache pas que c'est un fameux challenge parce qu'on m'a dit, et quoi Christian, tu vas faire un salon de cul? Et donc ce n'est pas un salon de cul. Réfléchissez à toutes les thématiques qu'on peut aborder par cette porte d'entrée extraordinaire qu'est la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et donc je suis allé dans les services et j'ai commencé à leur parler comme vous le faites, comme tu le fais Jean-Luc, et leur dire, mais réfléchissez, on apporte le respect. Je suis une personne, je suis respecté, et dans ce cadre-là, j'ai aussi droit à une vie affective et sexuelle. On parle beaucoup d'intimité, mais dans le cadre du respect, on respecte aussi l'intimité. On introduit des notions de bienveillance et des notions de bientraitance. Ce sont des mots qui n'existaient pas. Regardez au dictionnaire, la bientraitance, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. C'est un mot qui est beaucoup utilisé maintenant, je ne sais pas en France, mais en Belgique aussi. Et c'est aussi la reconnaissance. Je suis reconnu comme une personne capable de. C'est tout ce qui touche à l'autonomie, c'est tout ce qui touche aussi à la cohérence d'action. Et là, je pense aux jeunes. Si vous faites des ateliers avec un but bien précis, si à côté de ça, au niveau de l'école ou au niveau d'un hôpital, on leur donne un autre discours, ben le jeune ne saura pas sur quel pied danser. Si on a affaire à des jeunes caractériels, et quand il commence à se masturber, il y a un éducateur qui rigole, l'autre qui le dispute, le troisième qui fait semblant de rien, et on est dans des systèmes d'incohérence. Et ça, il faut lutter contre ça aussi. Donc aborder la vie relationnelle, affective et sexuelle, c'est à un moment donné avoir aussi une cohérence d'action. C'est la communication. Mais là, ici, on est en plein dedans, et merci beaucoup Astrid, c'est vraiment génial. Ici, nous communiquons, et c'est un salon qui, pour moi, vaut 10 et 20 et 100 et 30 et 130 conférences qu'on pourrait faire sur cette thématique. Parce qu'ici, on est vraiment dans l'action. On est dans la prévention de la violence. Je pense aussi à ces personnes autistes et qui s'arrachent le sexe parce qu'elles ne savent pas comment se masturber. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, en Belgique, il y a certains éducateurs spécialisés qui masturbent ou
ou qui aide à la masturbation des personnes autistes qui, quand elles commencent à tout casser dans un service, eh ben, il n'y a pas d'autre solution. Elle est en crise, elle veut se masturber, elle ne parvient pas à du tout. Prévention de la violence, je dis, mais c'est aussi la prise en compte des choix. Moi, mon choix, c'est d'avoir une vie affective et sexuelle. Moi, mon choix, c'est d'avoir un lit double. Allez, sur le plateau, vous explique le lit double et distinct. C'est d'avoir un lit double, même si je n'ai pas spécialement de sexualité, mais je veux être reconnu comme adulte. Je veux avoir plus de place dans mon lit. Je ne suis plus un enfant et je demande d'avoir un lit double. C'est le respect du choix. C'est l'écoute des besoins, sans être dans l'infantilisation. Quand j'ai expliqué tout ça, on m'a dit, vie d'amour, finalement, ce ne sera pas un salon de cul, ce sera finalement autre chose. Et donc, les milices ont décidé d'aller dans leur cassette personnelle pour qu'on puisse mettre en place le premier salon. Alors, le premier salon, c'était génial, parce que quand on a ouvert les portes, on a vu une fille de 200 mètres devant les portes, on s'est dit, waouh, ça marche, ça fonctionne. Et donc, on a eu pendant 3 journées, on a eu 6500 personnes qui sont venues voir qu'effectivement, tout ce qu'on mettait en place autour de cette thématique. Alors là, pour moi, bingo, on avait levé les tabous. On avait fait pas les préjugés et les personnes en situation de handicap qui étaient là avaient toutes des sourires jusque-là en nous disant « Chouette, enfin, on pense à vous. Chouette, enfin, on nous écoute. Et enfin, on fait un salon pour nous. Avec nous et pour nous. » Eh bien, ça, c'était génial. Et donc, moi, j'ai plus voulu de salon après ça. On en a fait un, on a fait les tabous, c'est génial. J'ai tellement de demandes par après, non seulement des personnes en situation de handicap, mais toutes les personnes fragilisées mentalement qui se retrouvent dans les hôpitaux psychiatriques. Et nous aussi, on veut qu'on prenne en compte notre vie affective et sexuelle. Ce sont les personnes qui sont dans les hôpitaux et pour lesquelles il est interdit dans le règlement d'avoir une vie affective et sexuelle, de rencontrer quelqu'un dans sa chambre, d'avoir des invités. Et ce sont aussi les aînés, les personnes âgées, les personnes en perte d'autonomie. Parce que j'ai 60 ans, l'infirmière va dire « Et vieux cochon, t'as plus besoin de ça ». Et pourquoi à 60 ans, on n'a plus besoin de ça? À 60 ans, l'amour reprend. C'est entendu. Et donc, allons-y gaiement. Et donc, finalement, cette vie relationnelle, affective et sexuelle, ça concerne tout le monde. Et donc, j'ai dit, on va refaire un salon pour tout le monde et avec tout le monde. Et donc, en 2018, on a refait un salon en tenant compte des besoins des personnes âgées, en tenant compte des besoins en souffrance psychique et en tenant compte des personnes en situation de handicap. Et là, bingo, ça a été 8500 personnes qui sont venues. Alors, le nombre, ça fait plaisir aux politiciens. Vous voyez, on a mis ça en place pour beaucoup d'entrées. Maintenant, ce qui est génial dans cette type de salon, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est de voir le bonheur des personnes qui y sont. Quand je dis le bonheur des personnes, c'est les personnes âgées, c'est les personnes en souffrance psychique, c'est les personnes en situation de handicap, mais c'était aussi les professionnels, parce que c'est un énorme moment d'échange entre nous tous. Et c'est un moment de rencontre avec les familles qui parfois sont désemparées et ne savent pas où s'adresser. Et là, il y avait un panel de professionnels tout d'un coup devant elles, et elles pouvaient aller chercher la bonne information. Alors, finalement, en vie d'amour, ça devient presque un concept. Hein, vous voyez que j'ai la chemise ici. Vous pouvez aller voir sur le site AVIC, en vie d'amour, vous pouvez aller chercher les renseignements chez vous. Ce qu'il y a, c'est qu'on met en place des films qui ont été tournés lors des salons, ou des films qui ont été tournés pour le salon et qui sont visibles sur ce site. Et l'avantage, c'est que ces films ils peuvent être utilisés par vous et pour vous, mais finalement, pour faire avancer les choses, pour organiser des formations ou pour mettre en place d'autres actions. Alors, le salon, en fait, c'est un levier. C'est un coup de pub parce que ça a des retentissements beaucoup plus importants que de faire une conférence. C'est un levier extraordinaire. Et je peux vous dire qu'en Belgique, une telle participation des personnes, mais les politiques, ils n'ont pas pu se voiler la face. Et donc, après le premier salon en vie d'amour, on avait fait une intervention sur l'accompagnement sexuel.
les politiciens ont été obligés d'ouvrir la vanne. Et donc maintenant, il y a une ASBL en Wallonie et en Belgique qui est Association. D'accord. Association 1900 en France. D'accord. Une association qui est subventionnée, subsidiée, je ne sais pas comment on utilise en France, subventionnée pour accompagner les personnes qui souhaitent être accompagnées sexuellement. Premier gros levier. Le deuxième salon, on avait mis le focus sur la parentalité. Parce qu'on m'a dit, monsieur, vous allez leur parler de sexe, après ils vont vouloir se mettre ensemble, et après ils vont vouloir un enfant. Eh oui. Et alors, eh bien, on va y réfléchir tous ensemble. Et donc, au deuxième salon, on a mis en place un espace parentalité où des professionnels de tous les secteurs se sont retrouvés pour penser du chef des personnes en situation de handicap, mais pour penser aussi du chef des enfants qui naîtraient de personnes en situation de handicap. Parce qu'effectivement, il y a le droit des personnes en situation de handicap, mais il y a aussi, Convention internationale, du droit des enfants. Et à un moment donné, il faut concilier les deux. Et ce stade parentalité, il a fait le buzz, il n'a pas des emplis, à tel point qu'on a déménagé à Crédavis ici au mois de juin, et ce stade, il était rempli ici. Et je vois qu'ici c'est la même chose, parce qu'on avait pris du coup un fameux paquet de formulaires sur la parentalité, ce formulaire explicatif en facile à lire, et le stock il est en train de diminuer à vue d'œil. Parentalité, donc deuxième point pris en charge au niveau du salon. Alors les politiques, donc je l'ai dit, l'âge du lest au niveau de l'accompagnement sexuel, et ils ont changé toute la réglementation. C'est-à-dire que dorénavant, on ne parle plus seulement de besoins et de désirs, il est inscrit dans les textes que les chartes des établissements doivent aborder la vie relationnelle, affective et sexuelle. C'est un document tout neuf et qui s'applique à vous, Français, parce qu'il faut savoir que de l'autre côté de la frontière, donc du côté belge, il y a plus de 8000 personnes en situation de handicap qui sont prises en charge dans les établissements belges. Lui, personne française. Personne française, oui. Et donc le salon en vie d'amour, ça concerne essentiellement aussi les personnes en situation de handicap de nationalité française. Et pour le futur, j'y reviendrai par la suite, parce que je pense qu'après ce qu'on a dit maintenant, vous avez sûrement des questions. Je pense que c'est intéressant de vous laisser la parole et pour nous rebondir par la suite. Oui. Alors. Ah, oh, alors là, quelle organisation! Alors, juste un petit mot avant de donner la parole à madame, quand même, parce que j'aurais dû commencer par ça. Bravo et grand merci à toutes les gens, et je sais qu'ils en ont souffert, certainement ils ont bossé comme des malades pour organiser ce salon, hein. Parce que c'est le plaisir qu'on a, toi, de Belgique comme nous, Crédavis qui avons fait le premier en 2014, de voir qu'il y a un relais qui est pris en province, c'est génial. Hein. J'espère que d'autres villes, Bordeaux, je sais pas quoi, Strasbourg, non, la force, hein, ben oui, il faut leur dire, hein. En tout cas, bravo beaucoup, hein. Vraiment. On peut applaudir déjà maintenant. Exactement. Moi j'ai une question. Pour les personnes qui sont sur fauteuil électrique, manuel, peu importe, qui ont du mal et qui ont, comme tout le monde, besoin de vie sexuelle, parce que ça fait partie de la vie, même si on ne parle pas que de ça. Pour nous, parce qu'on est un peu pressé et gêné, pour moi, c'est un peu, je serais, avoir besoin de quelqu'un, je serais, parce que j'ai souvent besoin de quelqu'un, parce que je ne peux pas faire autrement, malheureusement, et je serais un peu gênée, quoi. Gênée ou alors il faut que je demande à quelqu'un en confiance, mais pour ma part, je ne sais pas ce que vous en pensez,
mais je serais plus gênée. Donc, je sais pas. Surtout que moi, ça m'arrive. J'en parle assez régulièrement, mais ça m'arrive pour avoir de la vie sexuelle, ça m'arrive jamais, pratiquement jamais. Donc, voilà. Et donc, effectivement, ça peut être gênant de parler de sa vie affective et sexuelle. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez dans ce salon un coin secret, qui est un endroit magique. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans le coin secret. Là-bas. Donc il y a un espace qui s'appelle le coin secret. Et donc je vous invite à aller dans cet espace, où là-bas vous allez rencontrer une personne qui va pouvoir vous écouter et vous aider dans votre demande. C'est non. Moi j'ai cru comprendre, que je voudrais savoir exactement. Madame, j'ai cru comprendre que vous auriez besoin d'aide pour avoir une expérience sexuelle, mais vous seriez très gêné que quelqu'un intervienne, c'est ça? Voilà. Et bien c'est normal. Vous êtes normal. Parce que tous on est autant qu'on est ici. Je parle pour moi, oui. Donc ça m'est jamais arrivé. Voilà. Et bien merci d'ailleurs de nous confier ça. Hein? Si voilà, voilà, une vraie expérience. Hein? C'est ça que les gens ne se rendent pas compte. Vous savez, ceux qui disent les lois et tout, quand ils disent oui, la prostitution, vous vous rendez compte, etc. Voilà, quand on confond tout. Savoir qu'on est une personne qui, à 30 ans, 40 ans, quelquefois 50 ans, n'a jamais eu, ne serait-ce que le plaisir d'être nu contre un corps nu, corps soit un homme ou une femme, suivant ce qu'on aime, hein. Vous vous rendez compte de ne pas avoir vécu ça au moins une fois? C'est pour ma part, parce que j'en parle souvent, mais c'est gênant. C'est quand on a envie de rencontrer quelqu'un, quand on est adulte, pour moi, il y a des fois, j'en ai marre. J'en ai marre et je voudrais malheureusement être debout, mais c'est pas pour ça que je ne fais pas les choses. Mais je voudrais être debout. Je voudrais être debout et me servir de mes gens. Mais bon. Ça, c'est pas possible. Je fais pas mal de choses avec mon fauteuil. Parce que comme disent mes parents, si tu pouvais, on l'aurait fait depuis longtemps. Alors, pour vous répondre et pour répondre à tout le monde, j'ai parmi mes amis une femme qui est intervenue d'ailleurs au dernier festival qu'on a fait en juin, voilà, qui s'appelle Patricia. Elle était dans une situation, même je dirais, encore plus invalide sur le plan du mouvement hein, que madame, encore plus. À 35 ans, elle qui n'avait jamais pu ressentir, je vous dis ça, la sexualité c'est pas, il n'y a que les imbéciles qui pensent que c'est mettre son truc dans un trou, c'est tout. C'est bien plus large que ça. Eh bien, elle était, je vous assure, elle a dit qu'après, elle y pensait sans arrêt, et elle m'a dit, à un moment donné, j'étais au bord du suicide. C'est pas sûr qu'elle l'aurait fait. Mais en tout cas, elle était désespérée. Elle dit, je ne sais pas comment faire. Donc elle s'est dit, il faut que je trouve. Et en plus, elle était attirée par les femmes et pas par les hommes. Ce qui complexifiait son problème, peut-être, hein, d'une certaine façon. Enfin, pour elle, en tout cas, dans son esprit, c'est encore plus dur. Jusqu'au jour où, grâce à un événement comme celui-là, elle a pris contact avec des gens qui, bien que la loi française hein, est assez, ne l'autorise pas réellement, hein, c'est pas la prostitution qui interdit. C'est le proxénétisme, la mise en relation, et c'est maintenant, depuis avril 2016, la pénalisation du client. Donc elle aurait pu, elle, en faisant appel, avoir une condamnation. Hein. Mais bon, grâce à ça, à un réseau de gens, elle a pu rencontrer quelqu'un, madame, elle a pu rencontrer quelqu'un et elle a commencé par parler avec cette personne de ce qu'elle souhaitait, ce qu'elle désirait. Et en fait, cette personne
qui fait ça de l'accompagnement sexuel, eh bien, ils ont pris le temps d'échanger, ils ont passé 1 heure à discuter ensemble, hein. Ils ont pris tout leur temps. Et à la fin de cet entretien, elle a dit, voulez-vous essayer? Et Patricia a dit, oui, absolument. Et elle a dit après, ça a changé ma vie totalement. Or, ça avait eu lieu une seule fois. Et je lui ai même demandé, puisque c'est une amie, carrément, je lui ai dit, est-ce que tu as joui? Elle dit, non, mais je m'en fous. Vous voyez? Donc, je pense que c'est tout à fait normal qu'on ait des réticences par rapport à... Parce que contrairement à ce qu'on croit, justement, à ce que croient les gens qui ne sont pas dans le coup, ils pensent que c'est trop facile de faire appel à une assistance sexuelle ou une prostituée. Mais c'est pas vrai, c'est vachement dur. Mais c'est pas vrai du tout, c'est facile. Faire cette démarche, oser aller voir quelqu'un, dire je n'ai pas jamais fait l'amour avec personne, je voudrais. Mais il y a de quoi paniquer complètement. C'est pas facile du tout. Bien sûr, pour ceux qui, depuis, voilà, hein, qui n'ont pas de soucis particuliers et qui ont plein, pour eux, voilà, mais c'est pas vrai. Pour des personnes qui ont été privées très longtemps de cette chose-là, c'est pas facile du tout, du tout. Mais alors là, moi je dirais la seule chose, c'est, eh ben, si vraiment faut oser, faut essayer. Même si en France, on est dans une position, effectivement, ce que je suis en train de dire, j'ai le droit de le dire, parce que on a le droit de parler, mais cela dit, ce que je préconise est illégal. Je le dis, hein. Voilà, il faut le savoir. Et il y a des associations comme Chose, par exemple, et d'autres, et la PASS, par exemple, qui essayent de se bagarrer, justement, pour que ça change. Ce que vient de nous dire Christian, hein, voilà, c'est que la Belgique, pour des raisons qu'on ignore, parce qu'ils sont certainement un peu plus hauts, ils sont moins bas que nous, enfin, en tout cas, ils ont fait le pas, officiellement. Ils ont fait le pas officiellement de reconnaître. Nous, on n'en est pas là. Mais par contre, même si on n'en est pas là sur le plan officiel, il existe quand même si la réponse est, l'offre est très peu par rapport à la demande, mais quand même, il existe quand même déjà des solutions, fort heureusement. Mais je réponds à madame, donc, si ça vous trotte par la tête, si vous... eh bien, renseignez-vous, voilà. Oui, justement, je peux peut-être vous donner deux petits exemples. Il y a effectivement des personnes qui demandent pour venir dans les établissements en Belgique parce qu'ils savent que là, ils peuvent rencontrer plus facilement des personnes. Et j'ai rencontré dernièrement un monsieur qui était effectivement en chaise, en fauteuil roulant, et qui me disait, moi, en France, je peux être condamné. Vous imaginez, moi, je peux être condamné. Et donc, moi, je veux venir en Belgique. Ça, c'est une chose. Mais alors, je voudrais attirer l'attention de tout le monde. Moi, qui ai mes 2 jambes et mes 2 bras, demain, je peux me retrouver dans une situation où j'ai besoin d'un accompagnement ou d'un accompagnement sexuel. Et je vous donne cet exemple d'une dame qui a eu un accident de moto. Elle s'est retrouvée paralysée, donc en dessous de la ceinture, et elle ne se sentait plus femme. Et à un moment donné, elle s'est dit, est-ce que je pourrais encore avoir une vie affective et sexuelle? Elle n'osait pas aller à la rencontre d'un homme, c'est vraiment une situation, et elle a fait appel à un accompagnement sexuel. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé derrière la porte, c'était intime, mais après j'ai vu cette personne-là sourire. Et donc je me dis que finalement, j'aime bien le mot accompagnant, on utilise aussi le mot assistant, je ne dis pas le mot assistant. Assistant, il y a la machine de Rodolphe, ça c'est de l'assistance, c'est une machine qui intervient. L'accompagnement, c'est faire un petit bout de chemin avec quelqu'un, c'est l'aider dans sa sexualité, c'est pas nécessairement avoir une relation complète avec lui, et c'est finalement quelque chose qui peut arriver, quelque chose que nous pourrions avoir besoin, nous tous, à un moment donné. Ah oui, juste explique, pardon, une toute petite précision, parce que moi je pense que le côté juridique est très important. Hein. Il faut le connaître, ça ne veut pas dire... Sachez une chose, un établissement qui organiserait un séjour, transfert, en Espagne, ou en Belgique, ou en Hollande, ou en Allemagne, dont le but, vraiment, d'emmener des personnes ne tombe sous le coup de la loi, pas du tout, puisqu'il n'y a pas de réciprocité, la loi est territoriale. C'est le droit du sol, effectivement. Donc il n'y a aucun problème, vous ne pouvez pas être poursuivi juridiquement pour emmener en transfert pendant 15 jours des personnes en Espagne, avec dans le but qu'elles s'envoient en l'air.
Il n'y a pas de problème. Sachez-le. Et j'ai reçu ce matin sur le stand une demande d'une personne qui me dit est-ce que un papa sensibilisé à la chose pourrait venir en Belgique, on pourrait organiser le voyage parce que son fils souhaite succès. Bon, merci messieurs, vous avez fait une intervention de à ma place, c'est top. Je me présente, je m'appelle Julia Tabat et je suis la présidente de Chose. Alors Chose, on en parlera demain un petit peu plus en avant, mais je vous rejoins sur la difficulté de la législation en France, le fait qu'on veuille les faire évoluer, et surtout le fait que de la normalité, de la difficulté d'en parler aujourd'hui, d'avoir besoin d'aide, d'accompagnement, d'assistance, ont été un peu brûlés, mais la difficulté pour nous, personnes en situation de handicap, d'oser dire à un professionnel, à quelqu'un qui nous accompagne à côté de nous et quelqu'un qu'on connaît tous les jours, qu'on va croiser tous les jours, c'est difficile de dire connaîtrais-tu, aurais-tu un numéro parce que je voudrais que, parce que je sais que on est en train de mettre, enfin on va essayer de mettre en place avec la chose un service qui pourrait recueillir ces demandes. Je vous en parlerai un petit peu demain. Ça complète l'offre qu'on a en France. Le but c'est de rester dans la légalité mais de faire bouger les lignes. Parce qu'aujourd'hui la légalité ne convient pas. Elle ne convient pas en termes d'humanité, parce que l'assistance, l'accompagnement sexuel, enfin, vous dites ce que vous voulez, c'est pas de la prostitution. Or aujourd'hui on est considéré comme ça. Et merci madame, je pense que c'est ton intervention de demain. 9h45, je suis de la pub. Soyez là. Et je vais dire que ça avance un petit peu. C'est pas assez rapide à la seconde, mais ça avance un peu. Y a-t-il Moi, j'ai été très sensible au témoignage de la dame, je pense qu'elle est partie. C'est vrai que voilà, c'est un droit pour tous d'accéder à la vie intime, à la vie affective, et c'est vrai que c'est pas que la sexualité, c'est la vie affective. Et je pense qu'on est tous, on a tous besoin d'amour en fait, hein, et ça passe aussi par la chaleur des corps, pas forcément la sexualité. Et c'est vrai qu'on devrait tous pouvoir y accéder à notre époque, n'importe quelle époque d'ailleurs. Et au passage, moi j'ai entendu donc, pour connaître très bien, parce qu'au Crédavis, dans les membres, dans le bureau du Crédavis, dans une personne avec autisme de haut niveau, il y a une grande capacité intellectuelle, mais avec toutes les caractéristiques de l'autisme. Hein, et le boulot que font ces gens-là, effectivement, est essentiel. Parce que jusque-là, ces questions-là n'étaient pas du tout traitées avec des personnes dont, effectivement, les comportements étaient toujours réprimés, parce que jugés, inopportuns, alors que justement leur caractéristique fait que au moment là où ils en sont, ça ne peut pas être opportun. Sinon ils seraient autistes. Hein. C'est quand même, vous vous rendez compte, mais c'est vrai, moi j'ai vu et je pense que c'est dans des établissements on recevait des personnes avec autisme, renvoyer quelqu'un 3 jours chez ses parents parce qu'il avait pincé les seins d'une éducatrice. Mais alors pourquoi on fait des établissements? Alors je dis pas que c'est mal. Je ne dis pas qu'il fallait rien faire, hein, et au contraire, il faut faire un travail avec lui pour que justement il comprenne que ce n'est pas possible, même si c'est très tentant, mais c'est tentant pour tout le monde de passer les seins des filles, hein, tout en normalement constitué, a envie de ça, sauf que lui, effectivement, il ne peut pas, voilà, il n'a pas acquis le fait qu'on ne doit pas le faire. Voilà, mais en tout cas, et du coup, dans ce milieu-là encore pire, il y a eu des maltraitances énormes. Et quand des gens, comme je viens d'entendre, et je suis convaincu de la qualité de l'intervention, osent, j'ai quelque chose qui m'a beaucoup plu d'ailleurs, c'est vrai, dit, ah oui, on essaye de voir chez eux ce qui procure des sensations et ce qui... Vous vous rendez compte le positivisme, c'est pas on essaye de faire que ça emmerde personne et qu'ils se comportent bien et qu'il n'y ait plus de problème. On essaye de voir chez eux ce qui va les exciter pour qu'ils puissent se faire plaisir. Bravo.